Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Qu'adviendra-t-il des hauts fourneaux de Florange? À 2 jours de la fin du délai consenti par Mittal pour trouver un repreneur, des centaines de salariés maintiennent la pression sur l'exécutif et veulent croire à l'option de nationalisation. Une hypothèse vivement condamnée par la patronne du MEDEF, Laurence Parisot, juge l'idée scandaleuse. Mais pas question pour le gouvernement de lâcher ce site devenu symbole de la lutte contre la désindustrialisation en France. De nombreux invités dans le 22h pour en parler. Tous deux se montrent moins, mais ils poursuivent leur guerre en coulisses. Jean-François Copé et François Fillon campent sur leur position aux grandes dames des militants et de tous ceux qui ont tenté de jouer les médiateurs. Et loin, très loin des convulsions de l'UMP, Jacques Chirac fête ce soir ses 80 ans. L'ancien président marque l'occasion par un dîner. Avec son cercle rapproché dans l'hebdomadaire Paris Match, sa famille assure qu'il ne s'intéresse plus à l'actualité politique, mais qu'il conserve intacte sa passion de toujours pour les arts, bien sûr. Et puis c'est sans doute l'image un peu décalée du jour. Le chef indien-brésilien Raoni, arborant, vous le voyez, une coiffe à plumes jaunes, raccompagné par le président François Hollande sur le perron de l'Elysée. Le fameux chef s'est dit heureux de plaider la cause de l'Amazonie et des peuples autochtones à l'Elysée. Cette rencontre intervient alors que le grand débat sur la transition énergétique a été lancé aujourd'hui par la ministre Delphine Batho. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les jours se suivent et se ressemblent pour la gauche au Sénat. Après le rejet, nous vous en parlions hier, du budget 2013 en raison de l'abstention des communistes, eh bien c'est une nouvelle rebuffade pour le gouvernement aujourd'hui avec le budget de la sécurité sociale. Les sénateurs communistes ont confirmé leur vote négatif, toujours au nom du refus de la rigueur. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Comme une épine dans le pied, les sénateurs communistes font entendre leurs différences. Ce matin, Pierre Laurent, le numéro 1 du Front de gauche, a été reçu chez son homologue du Parti socialiste Harlem Désir. L'objectif, tenter de renouer le dialogue avec les alliés communistes. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Il y a une opposition de droite, nous la combattons tous les jours. Ce que nous cherchons à faire, c'est à faire avancer la politique menée par le gouvernement dans un cap qui soit résolument à gauche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Face à l'affronte des communistes au Sénat, le gouvernement s'agace. Au nom de quoi les communistes seraient-ils les arbitres des élégances à gauche? Au nom de quoi ce sont eux qui estiment que telle politique est de gauche et telle autre ne le serait pas? Au Palais du Luxembourg, les sénateurs de la majorité se désolent. Je ne peux que regretter une discussion interrompue. Je pense que ce n'est pas bon pour le Sénat. Ce n'est pas bon non plus pour la protection sociale qui se prive des apports d'une discussion qui est toujours riche ici dans cette Assemblée. Et je pense que ce n'est pas bon pour l'image de nos institutions vis-à-vis des Français. Malgré la pression de l'exécutif, les sénateurs communistes ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont déjà prévenu qu'ils s'opposeraient en décembre au projet de finances rectificative si rien ne bouge. Et puis, c'est un plébiscite. 80% des sympathisants UMP veulent un nouveau vote selon un sondage OpinionWay pour le Figaro. Alors, à ne pas confondre avec les militants de l'UMP, au sujet desquels, vous le savez, il n'existe pas de fichier. Mais quelle que soit la volonté des sympathisants ou des militants, pour le moment, la situation est toujours bloquée entre les deux belligérants, Fillon et Copé. Les tentatives de médiation, elles, s'organisent en coulisses. Il y a eu le déjeuner aujourd'hui entre l'ancien président Sarkozy et Jean-François Copé, et puis d'autres initiatives comme un appel à la constitution d'un comité des sages. Dans l'actualité à présent, le débat sur la transition énergétique qui a été lancé aujourd'hui. Promesse du candidat Hollande, ce débat qui va durer plusieurs mois doit permettre de déterminer les grands axes de la politique énergétique des années à venir avec un triple défi. Être moins dépendant des énergies fossiles, émettre moins de gaz à effet de serre et plus généralement aller vers une société plus sobre. Les détails avec Julie Hulin. Il a fait de la transition énergétique un des chantiers prioritaires de son quinquennat. Objectif, une société sobre en carbone à l'horizon de 2050. Les deux engagements majeurs de François Hollande, réduire la part du nucléaire et soutenir les énergies renouvelables. En France, le nucléaire représente plus de 75% dans la production d'électricité.
François Hollande souhaiterait la baisser à 50% d'ici à 2025, avec notamment une promesse, fermer la centrale nucléaire de Fessenheim en 2016. Aucune fermeture supplémentaire ne devrait être envisagée. Le prix de cette énergie est aujourd'hui beaucoup plus faible et la hausse de la demande devrait entraîner mécaniquement la chute de la part du nucléaire. Autre enjeu, soutenir les filières renouvelables. L'objectif, diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre hexagonales d'ici à 2050. Les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon représentent les 2/3 de la consommation d'énergie en France, une consommation qui ne cesse d'augmenter et des énergies renouvelables pas encore au point. Accroître leur part s'accompagnerait d'un coût élevé pour les consommateurs. La solution, le mix énergétique, un subtil équilibre entre les différentes sources d'énergie, un équilibre qui ne semble envisageable qu'en prenant en compte une autre réalité majeure, celle de la sobriété énergétique et de l'évolution de nos modes de vie. Voilà, vous venez de le voir, l'un des enjeux donc de ce débat porte sur le changement de nos habitudes vers plus de sobriété. Cela inclut moins de déplacements en voiture. Ça tombe bien, la hausse du prix de l'essence limite déjà nos déplacements et cette hausse va se poursuivre dans les semaines qui viennent avec la fin du dispositif d'encadrement qui a été mis en place par Bercy. Les pétroliers sont accusés par les associations de consommateurs d'avoir profité de cette période pour augmenter leurs marges. L'enquête de Nathalie Guilloire. Une baisse de 6 centimes sur le carburant pendant 3 mois, 3 centimes pris en charge par l'État et les 3 autres pris sur la marge des distributeurs. Pour l'État, ce geste a coûté près de 500 millions d'euros. Les pétroliers, eux, n'ont semble-t-il pas perdu d'argent. Ils ont respecté en partie, ou plutôt à minima, sur la distribution, mais on voit qu'il y a eu un effet de vase communicant, c'est-à-dire que de l'autre côté, les marges de raffinage ont augmenté et que du coup, les acteurs qui sont positionnés à la fois sur la distribution et sur le raffinage ont en final rien perdu, voire ont gagné de l'argent. La principale explication, les pétroliers auraient profité d'une baisse du cours du brut. En août 2012, le prix du baril était de 90,80 €. Il est descendu à 86,30 € en novembre 2012. Cette baisse masquerait le maintien des marges des distributeurs. Une hypothèse que réfute le président de l'Union française des industries pétrolières. Les marges de raffinage sur des marges internationales se sont effectivement améliorées dans les premiers mois de 2012. Cette situation des marges de raffinage n'a rien à voir avec l'engagement qui a été pris auprès du gouvernement. L'engagement qui a été pris auprès du gouvernement, c'est qu'à partir des prix internationaux résultant des raffineries, les marges de distribution, elles, diminueraient de l'ordre de 2 à 3 centimes d'euros du litre. Et c'est ce qui s'est passé. Les pétroliers assurent avoir subi une perte de bénéfices de 200 à 250 millions d'euros pour cette opération. Reste que les grands perdants de cette histoire sont les automobilistes qui n'ont gagné que très peu d'argent. En un mois, l'économie est de 14 € pour un véhicule diesel et de 9 € pour un véhicule à essence. Le débat est très vif autour du sort de Florange, alors que le délai concédé par Mittal pour trouver un repreneur au site arrive à son terme ce samedi. Les salariés maintiennent la pression sur le gouvernement. Une délégation emmenée par les syndicats s'est retrouvée devant Bercy aujourd'hui avant de se rendre à Matignon pour remettre une lettre au Premier ministre. Et plus que jamais, eh bien, les salariés espèrent une reprise, bien sûr, de leur usine. Ils s'accrochent aussi à l'hypothèse d'une nationalisation. Les détails avec Jérôme Rabier. La nationalisation, c'est l'arme fatale du gouvernement pour menacer Mittal en cas de refus de reprise du site de Florange. Mais dans ce bras de fer, la multinationale a aujourd'hui reçu le soutien de la présidente du MEDEF. Lancer tout simplement le débat sur un tel principe est vraiment scandaleux. Parce qu'il faut bien rappeler ce qu'est une nationalisation. Et d'ailleurs, vous l'avez fait dans votre introduction, Jean-Michel Apathy. C'est une expropriation. Réponse immédiate du gouvernement qui fait corps derrière l'idée du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. J'ai pas entendu Mme Parisot s'indigner lorsque l'on a constaté un formidable gâchis industriel sur ce site-là. Elle s'indigne maintenant quand les pouvoirs publics envisagent telle ou telle solution pour sauver ce site, sauver l'emploi, sauver une activité qui, je crois, est stratégique pour la France, la production d'acier. Pressé par l'ultimatum de Mittal qui s'achève samedi, le gouvernement doit aussi faire face à la grogne des salariés. Ils ont quitté leur campement devant Bercy aujourd'hui pour aller remettre une lettre au Premier ministre. Reçue par son directeur de cabinet, ils ont paru rassurés par la volonté gouvernementale. Il y aura une réponse globale au dossier ArcelorMittal. Il n'y aura pas qu'une réponse pour Florange, mais une réponse globale sur le périmètre ArcelorMittal France. J'ose espérer, je reste quand même les pieds sur terre,
que la réponse va être positive. Mais voilà, je veux l'entendre de la bouche du président de la République. François Hollande, qui avait visité l'usine durant sa campagne en faisant la vitrine de l'échec de Nicolas Sarkozy, va désormais devoir trancher. C'est l'avenir des 2500 métallos de Florange et des 20 000 salariés français qui se jouera d'ici samedi. Voilà, vous venez de le voir, Florange, ce sont des centaines de salariés et de familles qui attendent dans l'angoisse d'être fixés sur leur sort. Florange est aussi devenu un symbole national politique, symbole d'une industrie en voie de disparition, symbole d'un engagement et d'un savoir-faire que l'on tente de maintenir coûte que coûte dans une France qui ne supporte pas de voir ses usines fermées les unes après les autres. Vous l'aurez compris, Florange, ce n'est pas simplement un site, des hauts fourneaux, c'est une bataille contre la désindustrialisation. On en parle avec nos invités ce soir. Gabriel Artero, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le président du syndicat CFE-CGC Métallurgie. Merci d'être là. Notre chroniqueur économique est avec nous, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir. Président de CAP, professeur à Sciences Po. Et avec nous également Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du département Opinion publique à l'IFOP et vous avez mené une enquête sur la désindustrialisation et les Français. Nous allons en parler bien sûr. D'abord, Jean-Louis, il reste demain et après-demain pour trouver donc une solution à Florange. En tout cas, c'est le délai accordé par Mittal pour trouver un repreneur au site. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. Il y a un repreneur potentiel, l'hypothèse de la nationalisation. Est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair ce soir? Quelles sont les véritables pistes sur la table? Y voir plus clair que ce que vous avez dit, c'est difficile, parce qu'en fin de compte, on a des bribes d'informations, on n'a pas l'ensemble. On sait que Mittal veut fermer une partie de Florange et veut garder l'autre qui est rentable. On sait qu'il ne veut pas vendre l'ensemble du site. À partir de là, comme il ne peut pas y avoir un repreneur qui se présente pour acheter l'ensemble du site, l'État lui dit, eh bien écoutez, si vous persistez, moi, en tant qu'État français, j'achète, je nationalise votre site. D'après ce que vient de dire le syndicat CFDT, il parle d'une solution globale pour Florange. C'est la première fois que j'entends dire ça, en tout cas on n'a pas entendu dans la bouche du ministre, en tout cas de manière publique. Il n'est question pour l'instant que de Florange. Et une fois que j'aurai acheté, nationalisé ce site, moi, je connais un repreneur qui est prêt à le reprendre. Mais on ne sait pas à quel prix sera acheté ce site. On ignore totalement à quel prix le repreneur éventuel inconnu, le chevalier blanc, serait susceptible d'acheter le site. Et enfin, surtout, on ne sait pas si cette affaire n'est pas surtout une affaire tactique, c'est-à-dire on brandit une menace en espérant que Mittal fasse un certain nombre de concessions sans penser aller jusqu'au bout. Voilà. Beaucoup de questions encore ce soir. Alors, Gabriel Artero, vous avez adressé un courrier que nous allons voir au ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg. Vous l'avez rencontré aussi, surtout le ministre. On voit votre courrier, vous aviez beaucoup de questions. S'agit-il d'un industriel, d'un investisseur financier ou d'une entreprise sidérurgique? Vous avez parlé aussi de la solidité de ce potentiel investisseur. Est-ce que vous avez eu des réponses quand vous avez rencontré le ministre? Alors, nous n'avons pas obtenu toutes les réponses, en tout cas pas suffisamment précises pour nous rassurer totalement. En tout cas, si le ministre devait nous convaincre d'être en capacité d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de nationaliser le cas échéant, oui, il a réussi à nous convaincre hier au soir. Mais évidemment, un certain nombre de questions n'ont pas trouvé réponse à ce jour-là et nous entendons bien y revenir. Alors on va en parler en détail. Stéphane Rosès, je le disais tout à l'heure, Florange, c'est un symbole politique pour le gouvernement qui ne peut pas s'avouer impuissant, qui ne peut pas abdiquer au risque d'être fortement chahuté, bousculé. C'est un symbole aujourd'hui. Oui, tout est affaire de symbole dans cette affaire de Florange. D'abord un secteur qui touche à la fois à l'industrie, à une compétence française, la sidérurgie dans la classe ouvrière a une histoire par ailleurs. Et puis là, ça a été dit, la nationalisation qui était dans le patrimoine historique de la gauche des années 70, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une discorde en 77 entre communistes et socialistes, là, bizarrement, les lignes bougent. Il s'agit non pas d'une nationalisation pour une conquête de rupture avec le capitalisme, mais au contraire... Ce n'est pas idéologique, c'est ce que vous nous dites? Non, c'est une nationalisation de conservation, première chose. Deuxième chose, on a entendu des paroles d'Henri Guénaud, de Jean-Louis Borloo, qui, même s'il trouvait exagéré, Montebourg a dit qu'il s'était mal exprimé, qu'on l'avait mal compris, quand il y a eu une mise en cause personnelle de Mittal. Mais effectivement, il dit, surtout Borloo, et de façon très
très explicite, mais aussi Guénaud dans les Échos, disent mais attendez, si c'est conservatoire, il faut le faire. Donc il y a l'idée d'un patriotisme industriel, il y a l'idée qu'il faut défendre des secteurs des fleurons, et là, c'est pas tant gauche-droite qu'entre ceux qui ont une conception patrimoniale de l'industrie, n'est-ce pas, ou ceux plus libéraux, comme évidemment Laurence Parisot, qui pense que c'est une mauvaise idée. On va aussi voir ce qu'en pensent les Français, Jérôme Fourquet. On va regarder ce sondage de l'IFOP qui a été réalisé avec l'usine Nouvelle récemment, en novembre 2012, sur la confiance accordée à l'exécutif pour lutter contre la désindustrialisation. Alors faites-vous donc confiance au gouvernement? C'est la question qui a été posée. Non, pour 61% des personnes interrogées qui ne font pas plutôt confiance au gouvernement. Ils pensent que le gouvernement n'a pas les moyens ou pas la volonté de stopper l'hémorragie. Alors, premier constat, 90% dans d'autres enquêtes qu'on a fait pour l'usine Nouvelle, des Français pensent que la désindustrialisation a fait beaucoup de dégâts en France et qu'on a perdu beaucoup de terrain. On n'a plus aujourd'hui que 42% de Français qui pensent qu'on reste une grande puissance industrielle. Et aujourd'hui, on parle de pays développés, mais avant on parlait de pays industrialisés. Et donc si on perd notre substance industrielle, c'est une perte de notre rang. Dans ce contexte-là, 2/3 de nos concitoyens estiment que les pouvoirs publics n'en font pas assez et 95% d'entre eux disent que la réindustrialisation, ça doit être une priorité. C'est d'ailleurs, par exemple, François Bayrou qui avait mis ça dans la campagne présidentielle, comme en 2007, il avait parlé de la dette, donc il avait senti un peu cette préoccupation monter. Et puis, comme disait Stéphane, c'est pas n'importe quelle industrie, c'est la question de la sidérurgie qui est un emblème symbolique très fort, dans une région qui a déjà été beaucoup touchée par la crise. Et puis Florange, on n'est pas loin de Gandrange. Et oui. Là, de l'échec de Gandrange, et l'échec de Gandrange, qui avait coûté très cher politiquement à Nicolas Sarkozy, quand il avait dit voilà, quand on veut, on peut, et Gandrange ne fermera pas parce que l'État mettra les moyens. Or, Gandrange a fermé, et donc aujourd'hui, ce qui se joue pour François Hollande, c'est la capacité à montrer qu'il fera mieux que son prédécesseur. Alors, et qu'il tiendra les engagements qu'il avait faits aux sidérurgistes de Florange, en leur disant pendant la campagne que s'il était élu, il ferait voter une loi qui permettrait la réquisition des sites industriels quand un industriel voudrait s'en séparer. Gabriel Artero, vous êtes d'accord avec, oui, j'imagine, le mot utilisé par Jérôme Fourquet, il a dit emblème. Aujourd'hui, Florange, les Français ne sont pas indifférents au sort de Florange. Il y a un très fort attachement à ce que représentent ces hauts fourneaux, c'est-à-dire un savoir-faire, un engagement des ouvriers français. Vous le ressentez? Alors tout à fait. La Lorraine était historiquement un site industriel lourd dans lequel s'est développée d'ailleurs la sidérurgie. Vous avez cité l'exemple de Gandrange, c'est tout à fait vrai. Et je gage que politiquement, je ne porte pas de jugement, mais politiquement, ce président-là gagnerait à pouvoir démontrer que voilà, il a réussi là où d'autres ont échoué. Je pense que ce serait un signal fort donné à l'industrie au moment où elle traverse une passe difficile, au moment où le chômage est en train de grimper. Stéphane. Oui, moi je voulais insister sur la question symbolique, la question industrielle, Jérôme Fourquet l'a dit, vous l'avez indiqué, il y a un paradoxe d'ailleurs, notre ami le sait, le rapport gallois précise bien que nous sommes le pays qui a le plus perdu en matière industrielle et en termes d'investissement, nous sommes le 2e pays. En termes d'investissement industriel en France. Ça veut donc dire qu'il y a une infrastructure d'accueil par la qualité de la main-d'œuvre, par la qualité de nos territoires, le fait que le prix de l'énergie, c'est un atout compétitif tout à fait décisif, le tiers. Donc, nous avons des moyens, je dirais, d'accueillir des entreprises qui font de l'industrie. Il y a peut-être aussi une panne stratégique de la part des directions quant à la capacité de faire jouer la compétitivité. Panne stratégique, c'est le cas? Et c'est le problème de M. Montebourg. Ah oui. C'est-à-dire qu'on comprend, on voit bien le processus. Il faut revenir un peu sur ce qu'on dit Parisot. Je ne vois pas en quoi il y a un scandale. Alors, Mme Parisot qui a jugé l'idée de nationalisation scandaleuse. Scandaleuse. Je ne vois pas où est le scandale. En revanche, où est la cohérence plutôt? Parce que bon, l'État a dit, moi j'ai 628 emplois, il y a 2000 salariés là-dedans, ils risquent d'aller au chômage, je nationalise, je ne vois pas en quoi c'est scandaleux. Si évidemment le propriétaire est indemnisé au prix, c'est normal. Mais quelle stratégie derrière? Monsieur Montebourg, mais est-ce qu'il nous développe une idée stratégique, pas tellement plus que les patronats privés? Certains avaient moqué, voire brocardé Arnaud Montebourg comme le ministre des usines qui ferment. Oui. En tous les cas, oui, Stéphane Rosès, dites-le nous. Oui, non, mais c'est comme le même sujet que l'automobile. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une stratégie européenne en matière automobile? Est-ce qu'en matière de sidérurgie, c'est seulement
le site dont il est question, la sidérurgie française en général ou la sidérurgie européenne. On va en parler, je vais laisser la parole à Jérôme Fourquet. Je voulais d'abord qu'on parle de l'onde de choc social de ces fermetures d'usines, de ces grands chantiers. C'est vécu vraiment comme un traumatisme. Cela avait été le cas, je ne sais pas si vous vous en souvenez messieurs, dans les années 80, avec un symbole fort, c'était le chantier naval du Bijon, dans la région nantaise. Oui, bien sûr, ça vous dit quelque chose. Et la gauche au pouvoir n'avait pas pu lutter contre sa fermeture et ça a été vraiment la fin de l'histoire, avec un goût, vous allez le voir, amer, de déroute industrielle et bien sûr de résignation politique. Regardez à l'époque l'émotion et la colère des salariés. C'est de la colère, de la résignation, c'est quoi? La résignation, plutôt, oui. Plutôt de la résignation. Ça fait mal au cœur? Ah oui, de finir comme ça, oui, c'est lamentable. Ça fait 31 ans que je suis dans la navale. Pour moi, c'est les 3/4 de ma vie. Vraiment, là, je suis navré, quoi. Et puis, j'attends son départ parce que pour moi, ça sera vraiment une tristesse, quoi. Et j'y crois pas. Jusqu'à présent, j'y crois pas. Tant qu'il ne sera pas parti, j'y crois pas. Quand on voit toute la jeunesse là-dedans, et puis tout d'un coup, pof, on est trop vieux, quoi. Ça compense. Ça ne sert plus à rien. Ça, c'était en 87. Jérôme Fourquet, ce n'est plus possible aujourd'hui. Le gouvernement de gauche, aujourd'hui, s'il baisse les bras, le retour de boomerang, il est immédiat. Oui, tout à fait, sachant qu'en plus, on a déjà depuis quelques mois un certain nombre d'actifs à dégrader. Hein. On a PSA, l'usine d'Aulnay, qui n'a pas pu être sauvée. On voit que c'est très compliqué pour la raffinerie Petroplus. Arnaud Montebourg avait parlé du fonds souverain libyen qui pourrait venir investir, donc ça ne sera pas le cas. Donc il faut absolument arriver à marquer des points sur le dossier de Florange. Alors c'est compliqué aussi en termes stratégiques, parce que si on reprend que Florange, aujourd'hui, toute cette activité industrielle est intégrée. L'acier vient la matière première vient de Dunkerque, donc il faut que Mittal accepte éventuellement de se séparer. De ce dossier. Gabriel Artero, je voulais vous faire réagir à la phrase de Laurence Parisot, qui a jugé la nationalisation scandaleuse. La nationalisation, elle est très attendue par les salariés aujourd'hui parce que c'est une option sécurisée. L'État intervient, même si c'est temporaire. Qu'est-ce que vous pensez des propos de la patronne du MEDEF? Alors pourquoi ça sécurise les salariés? Parce qu'il y a eu des nationalisations partielles réussies. Alstom, tout le monde de leur mémoire, le français Molic à l'époque, et puis... Alors pourquoi ça effraie Madame Parisot? Je pense qu'elle est dans son rôle. Parce que peut-être ça peut faire jurisprudence et que ça peut donner des idées. En fait, je crois pas. Je rejoins l'idée qui est que, au fond, il n'y a rien de scandaleux à ça. Enfin, j'ai entendu aussi Michel Barnier, commissaire européen, dire après tout, il n'y a rien de scandaleux à cela. Donc je vous réponds, non, il n'y a rien de scandaleux à cela. Jean-Luc Roubaud, sur la jurisprudence, est-ce que vraiment ça ne peut pas faire tache d'huile? Parce que sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, des syndicats demandent ce soir la nationalisation. Entre guillemets, l'État doit s'impliquer totalement pour garantir l'avenir du site de Saint-Nazaire, y compris en devenant actionnaire majoritaire, écrivent les représentants de salariés. Alors, on a les moyens? Alors, c'est très intéressant de faire le parallèle avec Saint-Nazaire, parce qu'en fin de compte, les chantiers du Bijon, dont vous venez parler à l'instant en 87, quand ils ont fait faillite, les restes ont été rachetés par les chantiers de Saint-Nazaire. Et aujourd'hui, ces mêmes chantiers se retrouvent dans la même situation que du Bijon, parce que du Bijon avait fermé parce qu'il n'y avait plus de commandes. Et Saint-Nazaire, à partir de mars prochain, n'a plus de commandes. Et les salariés se retournent vers l'État. N'oublions pas que c'est M. Sarkozy qui est rentré au capital, qui a fait rentrer au capital les capitaux publics pour 37%, je crois, à l'intérieur de Saint-Nazaire. Donc, lui-même avait donc déjà franchi le premier pas, et ces gens disent, écoutez, faisons le deuxième pas et allons au-delà 50%. Et je crois que c'est ça qui inquiète surtout Madame Parisot, parce qu'elle se dit, attendez, à chaque fois qu'il va y avoir un problème, on va se retrouver avec la nationalisation sur le dos. D'ailleurs, que les salariés, oui, Jérôme Fourquet. Il y a deux limites, c'est quand même on est en période de crise, et donc en termes de débouchés économiques, beaucoup de ces filières n'ont pas forcément de quoi tourner, donc il faudra que l'État subventionne tout cela. Et deuxième limite, on est aussi en période de disette budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a le FSI, il y a la Caisse des dépôts éventuellement, mais les potentialités ou les marges de manœuvre de l'État et de la puissance publique ne sont pas infinies et ne pourront pas venir voler au secours de tous les secteurs parce qu'il y a beaucoup de nécessités aujourd'hui. Oui, alors Gabriel Artero, donc le délai qui a été concédé par Mittal va bientôt aboutir, il reste demain, après-demain. Concrètement pour vous, quelle serait la solution entre guillemets idéale? Alors, je pense que Mittal,
l'employeur Mittal a beaucoup à perdre dans cette nationalisation et que donc nous sommes dans un bras de fer qui est en train de se jouer, qui se jouera probablement jusqu'aux dernières heures de demain soir. Entre Mittal et on imagine le sommet de l'État. Et le gouvernement, bien entendu. Consistant à essayer soit de sortir dans un schéma gagnant-gagnant pour les deux, où personne ne se déjugerait vraiment. Donc en clair, un gouvernement qui cherche à tordre le bras de Mittal pour peut-être un redémarrage des fourneaux, avec peut-être le projet ULCOS à la clé. C'est 240 millions de l'Europe, c'est peut-être 150 millions du grand emprunt. Bref, ça fait quand même des sommes non négligeables sur lesquelles Mittal peut peut-être revenir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si ça se joue pas comme ça, alors on rentrera dans un autre schéma où je pense qu'il a beaucoup à perdre. Parce que, évidemment, comme ça a été signalé tout à l'heure, on ne sort pas une brique du mécano qui s'appelle Florange. Ça impacte l'amont, ça impacte l'aval. Mais vous attendez une solution parce que le gouvernement aussi a beaucoup à perdre. On l'a dit, Florange, c'est un emblème, un symbole. C'est un emblème, un symbole. J'ai entendu, si vous me permettez, députés et sénateurs qui étaient présents à la table avec le ministre dire, entre guillemets, mais c'est les mots qui ont été employés dans le texte, vous serez, monsieur le ministre, et le président et le Premier ministre, en culotte courte, si vous déjugez par rapport à ça. Voilà. Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info de Cécile Sixou, avec notamment, à l'instant, l'ouverture de la séance de l'Assemblée générale à l'ONU sur le statut de la Palestine. Regardez. Dans les rues de Ramallah, ils sont descendus en masse, drapeau en main, pour célébrer ce jour historique. La Palestine doit obtenir ce soir le statut d'État observateur à l'ONU. Après 65 ans de refus, la Palestine va enfin prendre sa place parmi les autres États de la communauté internationale. Pour être validée, la demande de Mahmoud Abbas doit obtenir une majorité simple. Le vote a divisé notamment en Europe. Si la France a dit oui, ses voisins anglais et allemands se sont abstenus. Les États-Unis et Israël ont quant à eux voté contre. 12 ans après l'accident du Concorde où 113 personnes sont mortes, la cour d'appel de Versailles a relaxé Continental Airlines ainsi que les 3 autres personnes poursuivies. La compagnie aérienne est donc reconnue irresponsable pénalement, un soulagement pour les avocats. Des fautes simples, civiles, ont été reconnues par la Cour, aucune faute pénale, contrairement à ce que vous souhaitez dire, aucune faute pénale n'a été retenue, uniquement des fautes civiles. Les juges ont en effet considéré que l'accident était bien dû à une erreur de la compagnie américaine, dont un des avions avait perdu une lamelle sur la piste d'atterrissage, provoquant l'éclatement du pneu du Concorde. Ils l'ont condamné à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à Air France. Si vous vous chauffez au gaz, votre facture de fin d'année pourrait être salée. Le plafonnement d'une hausse des prix à 2% a été retoqué aujourd'hui par le Conseil d'État. La limite avait été posée en octobre par le gouvernement qui souhaitait ainsi éviter une envolée des prix. Mais GDF et ses concurrents réclamaient plus, environ 6% d'augmentation, pour faire face aux coûts de production. Cette décision pourrait entraîner un rattrapage rétroactif et donc coûter cher aux consommateurs. Le gouvernement annoncera sa décision le 10 décembre. Avec sa coiffe colorée et son plateau labial, le chef indien du Brésil, Raoni, détonne dans le décor de l'Élysée. Il est venu plaider la cause de l'Amazonie et des peuples autochtones auprès de François Hollande, accompagné de Nicolas Hulot. Il vient nous rappeler que les changements climatiques, la déforestation, la perte de la biodiversité vont affecter l'humanité tout entière. Et j'aimerais simplement que les hommes et les femmes politiques de ce pays l'entendent. À l'issue de la rencontre, le président de la République a affirmé son soutien au peuple indigène. Décidément, pour son anniversaire, Jacques Chirac est sacrément gâté. Baudry de rue 89 lui offre une ration double du célèbre « Happy Birthday, Mr. President ». Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'émission Itinéraire bis. Je vous souhaite une belle soirée. À lundi, avec plaisir.